uniquement un débat ou il y aura des présentations? Monsieur Robin Chevalier, vous avez utilisé des PowerPoint? Non, je n'ai pas prévu. Enfin, s'il y avait besoin, on peut éventuellement projeter quelque chose, mais sincèrement, je préfère qu'il y ait plus de questions et moins de slides, entre guillemets, que voilà, il est tard et je ne souhaiterais pas que tout le monde s'endorme devant quelque chose de trop magistral. Je suis désolée, je vais vous couper. Je vais commencer à accepter les gens sur le Zoom. J'ai lancé le live Facebook et je vais enregistrer le Zoom si ça ne vous dérange pas. Et comme ça, on peut commencer dès que j'ai un maximum de personnes, on pourra commencer. Entendu. Vers 19h05, 10 à peu près, ça vous va? Bien. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Nous allons bientôt commencer. On attend encore quelques minutes avant de commencer la conférence pour que un maximum de personnes puissent nous rejoindre.
Donc, nous allons pouvoir commencer. Nous sommes environ entre 30 et 40 entre le Zoom et le live Facebook. Donc, bonsoir à toutes et à tous qui nous suivent sur le Zoom et sur notre page Facebook, et bienvenue à la conférence sur l'énergie et le climat de l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies. Avant de commencer cette conférence, un petit mot d'abord sur notre association. Donc, notre association a pour but de promouvoir auprès des étudiants de la Sorbonne les valeurs des Nations Unies, et ce au travers de ses différents pôles et antennes qui la composent. Notre antenne a pour but spécifique de sensibiliser les étudiants à des problématiques environnementales. Ainsi, ce soir, l'antenne UN Environnement a le plaisir de vous proposer cette conférence que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous présenter malgré les circonstances difficiles. Dans cette optique, nous aurons le plaisir de vous proposer d'autres événements très prochainement, comme le mois Consommation éthique du 15 mars au 15 avril, avec des publications à peu près toutes les semaines sur notre compte Facebook. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps et laisse la parole à Julien et Sébastien qui vont vous présenter le sujet de la conférence et les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Merci Charlotte. Alors oui, moi je vais juste donner, contextualiser un petit peu la situation pour bien planter le décor de la conférence. Ça ne va pas prendre pas plus de 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que l'actualité ne cesse de nous rappeler avec le changement climatique l'urgence de la crise écologique face à laquelle notre génération et les suivantes doivent composer. Pour faire face à des enjeux environnementaux croissants, nous devons notamment revoir nos rapports aux énergies. En effet, l'énergie est, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le principal facteur contribuant au changement climatique. Et ainsi, dans le cadre des objectifs de développement durable, plus particulièrement de l'ONU et plus particulièrement de l'objectif numéro 7, énergie propre et abordable, plusieurs cibles ont été fixées d'ici à 2030, notamment augmenter la part d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial et adopter des infrastructures de technologie propre. Cependant, en France, plus de 70% de l'énergie produite provient du nucléaire. Et il est à noter que notre pays ne produit que la moitié de l'énergie qu'il consomme, ce qui soulève certains enjeux en matière d'indépendance, son taux d'indépendance énergétique n'étant que de 55,4% en 2018, selon l'INSEE. Ce constat nous amène à traiter des objectifs et réglementations en vigueur en France. En effet, en marge de la COP21, à l'été 2015, a été ratifiée la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Et c'est cette loi qui porte les ambitions de notre pays en matière de transition énergétique. Elle prévoit, entre autres, une réduction de 30% de la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030 par rapport à 2012, un objectif d'abaissement à 50% d'énergie nucléaire dans la production d'énergie française en 2025, contre 77% en 2014, et également d'atteindre 40% de la production d'électricité à cet horizon via les énergies renouvelables. Et cet objectif apparaît plutôt ambitieux. Après ce bref panorama de la situation énergétique en France, on peut donc se poser plusieurs questions, et notamment quel sera le bon mix énergétique qui doit être adopté afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et je vais donc laisser Julien présenter les intervenants de cette conférence. Pour répondre à toutes ces questions et ces enjeux que Sébastien a pu soulever, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants que nous remercions chaleureusement. Tout d'abord, nous recevons Benoît Lebeau, qui est ingénieur de formation et actuellement conseiller politique auprès du ministère de la Transition écologique. Monsieur Lebeau, vous êtes également membre fondateur de la Compagnie des Négawatts, une association qui réunit des professionnels et des experts qui sont impliqués dans la transition énergétique. Et nous recevons également monsieur Lucas Robin-Chevalier, qui travaille au sein de Boralex, qui est une entreprise majeure dans la production d'énergie renouvelable. Monsieur Robin Chevalier, vous êtes également responsable des affaires publiques. Vous êtes également membre du syndicat des énergies renouvelables et qui regroupe donc les acteurs du secteur des énergies renouvelables français. Et nous vous remercions chaleureusement de participer à cette conférence. Nous remercions également les participants pour votre présence. On vous invite à activer votre caméra pour plus d'interactivité et pour rendre plus vivant cette conférence qui est malheureusement à distance. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, les poser soit dans le chat du Zoom ou sinon sur le live Facebook. Et nous aurons bien sûr un temps d'échange à la fin où vous pourrez poser les questions, notamment en activant le lever la main, notamment sur Zoom. Voilà. Et donc, pour démarrer cette discussion, on voulait d'abord parler de la question des énergies renouvelables et plus particulièrement savoir
Dans quelle mesure les énergies renouvelables elles peuvent remplacer de manière pérenne les énergies fossiles? Et dans un deuxième temps, on s'interrogeait également sur la place que va prendre le nucléaire dans ce mix énergétique et savoir s'il est possible de conserver cette énergie aux côtés des énergies renouvelables. Je laisse la parole peut-être à Monsieur Benoît Lebeau pour commencer. Bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Très bien. Merci infiniment de l'invitation. Je suis d'autant plus heureux que vous vous intéressez aux Nations Unies et parmi mon parcours professionnel, j'ai donné 10 ans de ma vie au programme des Nations Unies pour le développement où j'ai eu l'occasion, en Afrique notamment, de porter des programmes de lutte contre le changement climatique par le soutien aux énergies propres, à la transition vers les énergies propres. J'ai envie de commencer par quelques généralités avant de répondre à votre question pour bien nous mettre sur la même longueur d'onde. Et d'abord de reconnaître que à chaque instant de nos vies, quel que soit l'endroit où on se trouve, nous consommons de l'énergie. L'énergie fait partie de notre quotidien à tel point qu'on a tendance à l'oublier, et l'électricité en particulier. Or, l'énergie, c'est tout. L'énergie, c'est le sang dans les veines de l'économie. L'énergie, l'accès à l'énergie, c'est ce qui a permis depuis toujours le développement humain et le développement économique. Chaque grande étape que l'humanité a gravie le long de son histoire est liée à l'appropriation d'une ressource énergétique, le feu, puis la force animale, puis la force de l'eau qui coule, du vent qui souffle. À chaque fois, l'humanité a fait des bonds. Il y a une accélération formidable depuis 3 siècles grâce à la découverte des énergies fossiles. Première révolution industrielle grâce à la machine à vapeur qu'a permis la découverte du charbon minéral pour remplacer le bois, biomasse, le bois on coupait la forêt pour chauffer avec une population qui grandissait. Puis, deuxième révolution industrielle avec la découverte de l'électricité et du pétrole. Et puis, regardez la révolution industrielle dans laquelle nous sommes, je ne sais pas si c'est la 3e ou la 4e, c'est lié à la technologie de l'information. Sans énergie, on ne serait rien. Alors, derrière ce formidable développement économique et humain, il y a des sources d'énergie et de plus en plus de sources d'énergie. Quelques ordres de grandeur pour bien situer les problèmes. Entre 1900 et 2000, en un siècle, la population est passée de 1,5 milliard d'habitants en 1900 à 6 milliards en l'an 2000. Il y a une population multipliée par 4. Eh bien, sur le même espace de temps, l'énergie consommée par cette population qui a été multipliée par 4, l'énergie a été multipliée par 16. Nous devons aujourd'hui tout à l'énergie. Sans énergie, pas de production agricole, pas d'accès à l'eau, pas de communication, pas d'échange, pas de mobilité. Donc, on doit tout à l'énergie. Et c'est pour ça que c'est un bien qui est tellement précieux. L'énergie, c'est quelques points de PIB. Quand vous regardez les activités des opérateurs de l'énergie, c'est quelques points de PIB. Mais supprimer ces opérateurs de l'énergie, tout le collapse total de nos économies. Alors, curieusement, comme point de départ de mon côté, vous l'avez souligné, je suis membre de l'association Négawatt que j'ai effectivement participé à constituer. J'ai même été le premier président de cette association Négawatt il y a 20 ans à sa toute création. Je fais partie des gens qui considèrent que les enjeux de l'énergie sont tels qu'on ne peut comprendre que si on part vraiment des fondamentaux. Et quand on regarde de près, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'énergie, mais des services que l'énergie rend. Et les services que l'énergie rend ne sont pas très nombreux, ils se tiennent sur les doigts de la main. On a besoin de chaud, de froid, de lumière, de force motrice, de mobilité, j'ai dit de chaud, froid, mobilité, et de communication.
C'est ça dont on a besoin. Et on ne va rien résoudre des problèmes de l'énergie de ce monde si on ne revient pas aux fondamentaux. Pourquoi consommons-nous de l'énergie? On a besoin d'énergie pour s'alimenter, se vêtir et évoluer dans des espaces confortables, se mouvoir, communiquer comme on est en train de le faire maintenant. Un des autres points fondamentaux à comprendre, c'est que l'énergie a un énorme impact sur l'environnement. L'environnement au sens large, plus de 50% de toutes les dégradations environnementales que l'homme crée sont liées à l'énergie. Je dis 50%, je suis poli, je ne sais plus exactement les chiffres, c'est peut-être 90%. Vous ferez les calculs, vous êtes étudiant. Mais malheureusement, chaque fois que nous consommons de l'énergie, quelle que soit la forme de l'énergie, il y a un impact sur l'environnement. Que ce soit sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, les déchets indésirables, la dégradation environnementale. Il n'y a pas une seule forme d'énergie qui n'a pas un impact environnemental. Il n'y a pas d'énergie propre si vous le voulez. Par contre, il y a une forte graduation selon les sources d'énergie, selon l'impact qu'elles ont. Et parmi les enjeux environnementaux, il y en a un qui est au-dessus des autres. C'est le changement climatique. Le changement climatique est en train de s'opérer parce que nous avons dégradé, amplifié un phénomène naturel qui est le phénomène de l'effet de serre autour de la planète Terre. Il faut bien comprendre ce qui se passe au-dessus de nous. J'en suis sûr que vous avez entendu parler du changement climatique et de l'effet de serre. Mais si je vous demande quel est le plus important gaz à effet de serre, vous allez oser me répondre. Allez, dites-moi, quel est le plus important gaz à effet de serre? Le CO2? Le CO2 n'est pas le plus important gaz à effet de serre. Le méthane. Méthane. Ah. Le méthane n'est pas le plus important gaz à effet de serre. Nous sommes en 2020, vous avez tous entendu parler de la lutte contre le changement climatique, des gaz à effet de serre, de l'accord de Paris, de la neutralité carbone. Le plus important gaz à effet de serre est la vapeur d'eau, et de très loin. D'accord? Est-ce que la vapeur d'eau pose problème? Éventuellement, quand il y a une amplification du cycle naturel de l'eau, il y a une évaporation, passage dans les nuages, précipitation, imprégnation, etc. L'eau fait partie d'un cycle naturel. Une molécule qui s'évapore, qui se déplace dans l'atmosphère, qui est précipitée, en général, il y a un cycle de 1 semaine pour une molécule d'eau. Donc, éventuellement, si ça se réchauffe ou ça se refroidit, le cycle de l'eau, eh bien, en 1 semaine, il va peut-être se ralentir. C'est plutôt les volumes qui vont changer. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre. Effectivement, ce sont ceux que vous avez nommés. Le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote. Et il y a même des gaz à effet de serre qui sont issus du génie humain, des gaz fluorés qui n'existaient pas il y a 1 siècle. Et ces gaz nous rendent d'énormes services. Par exemple, pour fabriquer du froid. Tous les systèmes de climatisation, quels qu'ils soient, pompe à chaleur, la clim à tous les niveaux, les chaînes de froid, le frigo, s'appuient sur des gaz fluorés. Jusqu'à en 87, ces gaz fluorescés étaient tellement solides, inoffensifs pour l'homme, mais tellement solides, quand ils montaient dans l'atmosphère, ils grignotaient la couche d'ozone, qui est une autre couche de gaz autour de la planète. Les CFC ont été remplacés par des HFC, des gaz fluorescés, qui sont neutres pour la couche d'ozone. Ils sont inoffensifs pour l'homme, mais ce sont des puissants gaz à effet de serre. Et donc, on a un panel de gaz. Or, plus on se développe, et quand on passe, par exemple, une multiplication par 16 d'énergie consommée pour une population qui se multiplie par 4 en 1 siècle, et qu'on réalise que 85% de
l'énergie que nous consommons aujourd'hui est d'origine fossile, charbon, gaz, pétrole, dont la combustion émet du CO2, on voit que en comparant le cycle de l'eau qui va éventuellement s'accélérer si ça se réchauffe, le cycle du carbone, lui, est fortement perturbé. Le cycle du carbone est un des cycles fondamentaux de la vie. Nous absorbons de l'oxygène, nous rejetons du carbone. Les plantes font exactement l'inverse par la photosynthèse. Et pendant longtemps, il y a eu un équilibre parfait entre ce que nous émettions dans l'atmosphère de CO2 et ce que la nature, par les océans et la biomasse, était capable d'absorber. Et il y avait une grande stabilité du contenu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère au-dessus de nous. D'accord? Grande stabilité qui nous a valu une grande stabilité climatique depuis 10 000 ans. En découvrant le charbon dans un premier temps, puis le pétrole, puis le gaz, en extrayant ces gaz pour faire tourner notre machine économique, on a commencé à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, tout en multipliant notre population qui s'est étalée et en notamment dégageant les espaces boisés. Là où on absorbait du CO2, on a réduit l'absorption de CO2. Donc, on a vraiment perturbé. Et depuis exactement 1750, depuis la première découverte, premier usage du charbon, on a augmenté l'épaisseur de gaz à effet de serre autour de l'atmosphère. C'est fondamental de comprendre cette notion de flux qu'on émet et de perturbation des puits qui permettaient de CO2. Donc, on a... Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, en épaississant la couche de gaz à effet de serre, on capte plus d'énergie. L'effet de serre, c'est très simple à comprendre, hein. Une voiture qui est laissée au soleil, vous en avez tous fait l'expérience, quand vous remontez dans la voiture, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur de l'habitacle qu'à l'extérieur. On est d'accord. C'est ça l'effet de serre. Les rayons solaires sont piégés par les vitres du véhicule. Nous avons exactement le même effet autour de la planète Terre avec cette fine couche de gaz à effet de serre, dont la vapeur d'eau, le CO2, le méthane. Sauf que plus l'épaisseur augmente, comme si les vitres du véhicule s'épaississaient, on va capter plus de chaleur au niveau de l'intérieur de l'habitacle. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Et on a déjà augmenté de 1 degré la température moyenne sur Terre depuis que nous utilisons pour faire tourner notre développement économique et humain des énergies fossiles. 1 degré Celsius, ce n'est pas beaucoup. Vous allez me dire, mais 1 degré Celsius, c'est ce qui nous sépare de la maladie. On passe de 37 à 38 degrés. Soudain, vous voyez, nos corps vivants sont un peu fragiles. La planète, c'est un peu pareil. Et puis, si on ne comprend pas bien les enjeux, il faut se rappeler qu'il y a 10 000 ans, nous sommes rentrés dans une ère de stabilité climatique qui s'appelle l'Holocène, mais nous sortions à l'époque de l'ère glaciaire. Et l'ère glaciaire, c'était une ère intéressante, où la calotte glaciaire descendait couvrait toute la Scandinavie. Vous aviez 1 kilomètre de glace au-dessus de Londres et de New York. Ça, c'était l'ère glaciaire. Les océans étaient plus bas de 120 mètres par rapport à aujourd'hui. C'était le monde il y a 15 000 ans. C'était l'ère glaciaire. Le Sahara était une immense forêt boréale. C'était un autre monde. Ce qui nous sépare en degrés Celsius, c'est 4 degrés Celsius de moins. D'accord? Quelques degrés de plus, c'est une physionomie de la planète qui est complètement perturbée. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le réchauffement en cours, qui est principalement dû à la fois aux émissions de gaz à effet de serre en brûlant les combustibles fossiles et à la réduction des surfaces boisées, on a déjà pris 1 degré et nous faisons déjà face à un monde qui est en train de changer massivement. Au rythme actuel, en poursuivant notre développement effréné, notre consommation effrénée notamment de gaz, d'énergie fossile, on peut réchauffer cette planète en 1 siècle de 3 à 4 degrés. C'est du jamais vu, jamais dans l'histoire de la planète Terre. Il y a eu un tel réchauffement sur une période aussi courte. Le réchauffement est 1000 fois supérieur
au dégel entre la dernière ère glaciaire et l'Holocène. Donc, on est à la fois sur un temps très, très court et sur des amplitudes similaires. Il faut bien comprendre ça pour comprendre ce que j'ai à dire maintenant. C'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est de sérieusement réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de les réduire à un tel point aujourd'hui on devrait au moins réduire les émissions pour être au niveau de ce que la planète est capable d'absorber. La planète est capable d'absorber par ses océans et par ses forêts une certaine quantité. Il faudrait au moins réduire de ça, c'est déjà un facteur 4. Mais l'inertie est telle que désormais, il y a consensus au niveau scientifique pour quasiment réduire le plus tôt possible à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Nous n'avons pas le choix. Ne pas agir nous amène à une catastrophe assurée à tous les niveaux. Et ça va déjà être assez difficile de jouer avec la seule inertie du système. Ça va se réchauffer et l'engagement de Paris, qui a été pris en décembre 2015 aux Nations Unies, à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique, vise à l'objectif politique de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius à la fin du siècle, ce qui est déjà colossal, et même d'essayer de limiter à 1,5 degré. On est déjà à 1,2 degré, comme je vous dis, on est déjà même à 1,2 degré, et au rythme actuel des émissions, on va dépasser, on va atteindre ce degré 5 dans les 7 ans qui viennent, au rythme actuel. Alors, pour terminer mon introduction, et pour commencer le débat, quand vous prenez un système énergétique, on va en prendre un que j'ai déjà cité, le véhicule, la voiture. Un véhicule est un système énergétique qui émet des gaz à effet de serre. Il en émet à 4 niveaux. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les 4 voies au travers desquelles un véhicule émet des gaz à effet de serre? En comptant la production aussi ou... Eh bien oui, déjà pour fabriquer le véhicule, un véhicule est fait de métal, de plastique, de tout un tas de matériaux. Il a fallu consommer de l'énergie, notamment des énergies fossiles, utiliser des procédés industriels et on émet des gaz à effet de serre. Effectivement, chaque objet que nous utilisons, chaque système, notamment énergétique que nous utilisons, a une empreinte carbone. C'est déjà fondamental. Donc, vous voyez, une voiture, avant même qu'elle soit utilisée, une voiture, c'est fait pour se déplacer, a déjà une empreinte. C'est quoi les autres dimensions énergétiques et climatiques d'un véhicule? On a le transport entre tous les matériaux dans le processus de production. La voiture, elle va être créée à plusieurs endroits parce qu'on a plusieurs sous-traitants. Je vais mettre ça dans l'empreinte carbone. Je vais mettre ça dans la première partie, les matériaux, effectivement, leur production, leur déplacement, leur assemblage, effectivement. Et là même la livraison de la voiture devant le client. Donc ça, on va dire, c'est l'empreinte carbone avant que le véhicule soit utilisé. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre dimension? L'utilisation du véhicule. Eh oui, c'est dans l'utilisation, mais l'utilisation, parce qu'on peut avoir un véhicule et puis après tout ne pas l'utiliser. Et sachez que 97% du temps, les véhicules sont à l'arrêt. Ça pose des questions. Donc effectivement, 97%, ils ont leur empreinte carbone, mais ils n'émettent pas des gaz à effet de serre. Par contre, selon leur utilisation, ils vont émettre des gaz à effet de serre. Mais ça dépend, cette utilisation également, du troisième qui est... Non? J'ai pas entendu. Le pétrole ou le gaz, Eh oui, vous m'entendez? le carburant, effectivement, fondamental. On peut avoir aujourd'hui des véhicules qui fonctionnent à l'essence, au pétrole, au diesel, à l'électricité, qui peuvent fonctionner à l'hybride, au gaz, etc., à l'hydrogène. Selon le fuel, vous allez avoir une émission de gaz à effet de serre qui va être très différente. Et puis, il y a une dernière dimension qui est un peu plus subtile.
vous pouvez avoir un véhicule avec son empreinte carbone, vous pouvez avoir un carburant, quel qu'il soit, vous pouvez avoir un usage, mais c'est dans l'aspect comportemental. Vous pouvez avoir… vous avez l'usage, mais vous avez un aspect qui est très ingénieur, c'est ce qu'on appelle la performance du véhicule. Vous pouvez avoir deux véhicules identiques, mais l'un va être très performant, va faire du 2 litres au 100 et l'autre va faire du 5 litres au 100. Eh bien, à usage égal, vous aurez 2 fois moins ou plus d'émissions de gaz à effet de serre. On est d'accord. Il faut bien comprendre les 4 étapes liées à chaque usage de nos systèmes énergétiques qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Le contenu carbone, le choix du carburant, la performance énergétique et l'usage. On peut avoir un véhicule, mais si on choisit les modes de déplacement doux, vélo, transport en commun, marche à pied, si on a un usage en covoiturage, si on a un usage sobre, si on n'appuie pas sur le champignon, l'aspect comportemental. Et je fais partie des gens qui considèrent que la transition énergétique ne peut s'opérer que si on part bien du constat qu'on n'a pas besoin d'énergie avant tout, mais on a besoin de services énergétiques que l'énergie rend, et que derrière les énergies que nous consommons, les impacts environnementaux, notamment climatiques, sont de différents domaines. Et à partir de là, les équations pour nous sortir du problème, de la problématique des gaz à effet de serre qui s'amplifient et d'un changement climatique qui est une réalité, eh bien, ça implique plein de choses. La priorité pour moi, c'est de réduire les consommations d'énergie, à la fois par des meilleures techniques et par des meilleurs comportements. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul système énergétique. J'ai cité le véhicule, mais je peux vous citer n'importe quel équipement, votre ordinateur, vos téléphones portables, l'air conditionné, le frigo, le moteur, une usine, une ville, n'importe quelle industrie. Les ingénieurs ont toutes les solutions pour qu'on puisse obtenir le service rendu en consommant 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois moins d'énergie. Je ne sais pas quel système d'éclairage est en train d'éclairer votre bureau actuellement, mais vous avez un facteur 10 entre l'usage d'ampoules dites conventionnelles, incandescence inventées par Edison il y a plus d'un siècle, et les ampoules LED qui consomment exactement 10 fois moins. Et l'usage est le même. On est d'accord. Donc, chaque usage, il y a moyen de consommer moins. Après, il y a l'usage qu'on en fait par, on peut éteindre ou ne pas, ou optimiser, ou éviter que tout soit éclairé. Et vient en plus, après, le choix du carburant. Et c'est là où je vais peut-être laisser la parole à monsieur Robin Chevalier, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on a compris que ce n'est pas l'énergie, mais les services énergétiques, et une fois qu'on sait le potentiel de gain par l'efficacité énergétique et le changement des comportements, la question de comment on va alimenter par quelles énergies devient beaucoup plus simple. Et oui, aujourd'hui, il est possible de faire tourner notre machine économique sans avoir plus aucun recours au gaz, aux énergies qui émettent des gaz à effet de serre et aux énergies dangereuses que je considère comme le nucléaire, grâce aux énergies renouvelables qui sont nombreuses, qui sont partout. Elles sont au nombre de 5. Il y a le vent, le soleil, l'hydraulique, la géothermie et la biomasse. Eh bien, quand on a réussi à réduire les besoins, bien comprendre, on peut après aller chercher là où on se trouve les énergies renouvelables et les mettre en ordre. C'est le premier ordre de grandeur. Donc, je fais partie des gens qui pensent sincèrement que c'est à notre portée et que c'est même incontournable. Et je vais répondre à la question du nucléaire en soulignant la chose suivante. Dans son introduction, c'est Sébastien ou Julien, je ne sais plus, qui a fait une erreur majeure de confondre
électricité et énergie. Non, la France ne fait pas partie, le nucléaire ne fait pas 70% de l'énergie en France. Ce n'est pas vrai. L'électricité nucléaire, ça fait 70% de l'électricité. Et l'électricité, c'est 25% du problème de la France. Donc l'énergie nucléaire en France, c'est 97% des débats, c'est 17% du problème. Le problème de l'énergie nucléaire, c'est justement ça, d'être ce bulldozer qui écrase tout le reste, qui nous empêche de comprendre les autres enjeux de l'énergie, ce que j'ai essayé de vous présenter en introduction. L'électricité, on en a besoin et on en aura besoin de plus en plus d'électricité à condition de la maîtriser dans chaque usage. Mais l'électricité est une forme la plus moderne, la plus pratique. On peut diversifier sa production et je pense très sincèrement, et nous en faisons la démonstration dans l'association Négawatt, qu'on peut sortir progressivement d'une France qui utilise encore aujourd'hui 70% de son électricité avec du nucléaire. On peut s'en sortir et développer une France prospère, productive, joyeuse, où il fait bon vivre, avec un autre système énergétique. Je sais que j'ai été long, mais simplement peut-être avec le peu que j'ai entendu en introduction, c'était une occasion de placer. Et on ne peut pas se comprendre si on n'est pas d'accord sur les fondamentaux du changement climatique, de ce qu'est l'énergie dans notre économie, de ce que représentent les ingrédients des trajectoires bas carbone pour commencer à discuter. C'est la partie ultime des sources d'énergie. Merci, Lucas, M. Lebeau. Je vous remercie pour un bon rappel du changement climatique et des effets des énergies fossiles. Je vais vous laisser la parole, M. Robin Chevalier. Notamment, je pense qu'on a un bon exemple avec votre entreprise qui, justement, développe les énergies renouvelables et qui nous permet de voir comment c'est possible de remplacer les énergies fossiles. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Benoît Lebeau, pour cette intervention, introduction et rappel de fondamentaux qui est indispensable parce que le sujet de l'énergie, c'est celui aussi de la connaissance. Pendant longtemps, on a considéré en fait que c'était simplement un interrupteur, mais c'est bien plus que ça, le rapport à l'énergie. Et on est obligé, comme l'a dit Benoît Lebeau, de s'intéresser à l'énergie quand on étudie l'évolution du climat. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est la très grande majorité le charbon, le gaz et le pétrole. C'est aussi, un peu après, de manière secondaire, l'agriculture, la déforestation. Là, on a un CO2 qui s'accumule et on doit de toute façon réduire nos émissions. J'allais de toute façon rebondir sur votre introduction. Effectivement, en France, on réduit beaucoup trop le débat de l'énergie à celui du nucléaire. Donc, c'est aussi un certain leurre parce que les efforts supplémentaires qui doivent être faits sur les autres usages sont tellement importants que c'est un peu facile de rester juste sur la production d'électricité. Donc 25% de notre énergie, c'est l'électricité, 67% maintenant d'électricité est nucléaire, mais au final, la transition énergétique, c'est surtout sortir des énergies fossiles et faire un transfert des énergies fossiles vers l'électricité. Voilà. Il y a eu déjà, je dirais, des transitions énergétiques qui sont opérées dans l'histoire, mais ces transitions énergétiques, ce n'était pas vraiment passer d'une énergie à une autre, c'était plutôt une logique d'accumulation. On a eu du charbon, puis du pétrole, et aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'ajouter des nouvelles capacités d'énergie nucléaire et de renouvelable à ces deux énergies, mais vraiment de les remplacer. Il faut qu'on change le système, l'énergie fait le système et le système fait la société. Donc, il faut être plus performant sur chacune des chaînes techniques. Ça nécessite un changement de comportement sur les usages et sur les services. Donc, on a un vrai bouleversement systémique et sociétal qui est devant nous. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. On a la décennie pour vraiment amorcer les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions qui sont devant nous. Et clairement, la question centrale qui doit, à mon sens, orienter les politiques publiques, c'est celle
du besoin énergétique. Quel est notre besoin? Après qu'on soit posé cette question, on va aller vers un triptyque qui est très connu de l'association Negawatt, qui va être celui de la sobriété, moins consommer, l'efficacité, et on a effectivement beaucoup d'ingénieurs pour être toujours plus efficaces dans l'ensemble des secteurs qui vont utiliser de l'énergie et qui vont avoir un impact aussi sur le CO2. Et ensuite, c'est le renouvelable, utiliser des ressources qui sont naturelles et renouvelables. Donc, quel mix énergétique ensuite on veut à la fin? On peut se poser cette question. Ce qu'on veut d'abord, c'est qu'elle soit décarbonée. Ça, c'est indispensable, et pour ça, on n'a qu'une poignée d'énergie qui peuvent le faire. On a tout d'abord la plus historique, je dirais, des énergies, c'est l'hydroélectricité. Donc, ça va être la production d'électricité à partir de barrages hydroélectriques. Mais cela, tous les pays ne vont pas avoir la même possibilité. Ça dépend vraiment de la topographie. Ça dépend des circonstances géographiques. Ça dépend aussi des populations, d'une certaine manière. Vous avez des pays qui ont basé une grande partie de leur mix électrique sur l'hydroélectricité, comme la Norvège, parce qu'ils ont beaucoup d'eau et beaucoup de montagnes. Le Québec en fait partie aussi. Il y a un or bleu là-bas. Un pays comme le Costa Rica aussi, qui est à 100% d'énergie renouvelable, majoritairement grâce à l'hydroélectricité. Et la France également, on a beaucoup de barrages historiques qui ont été construits durant les 30 Glorieuses. Donc, il y a l'hydroélectricité. Ensuite, vous avez l'éolien, c'est peut-être même la plus historique, puisqu'on a utilisé le vent pour pousser les bateaux. Donc, ce n'est pas uniquement sur la production d'électricité, mais c'est sur toute forme d'usage. Donc, l'éolien qui va être à terre ou qui va être en mer, sachant que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients, d'une certaine manière. Et ensuite, vous avez le solaire. Le solaire qu'on a développé depuis de nombreuses années et qui a eu des gains d'efficacité durant la dernière décennie qui est absolument phénoménal. À côté de ces trois énergies, vous avez aussi un peu de biomasse, un peu de géothermie, un peu de méthanisation, mais avec des potentiels peut-être un peu moins importants que les trois énergies que j'ai citées avant. À côté de ces énergies dites renouvelables, vous avez effectivement le nucléaire. Le nucléaire a l'avantage d'être décarboné, donc il émet peu de CO2, il en met un peu moins que le solaire, un peu plus que l'éolien. Mais il n'a pas les mêmes vertus en termes de combustible, dans le sens où il a besoin de combustible pour pouvoir fonctionner. En cela, il n'est pas renouvelable. On a besoin d'uranium, qui d'ailleurs, tout comme les énergies renouvelables, est un enjeu qui est celui de l'approvisionnement en métaux, en ressources qui serviront du coup à son usage. Ce qu'il faut savoir aussi, quand on parle de mix énergétique, et en particulier de mix électrique, puisque c'est ça l'enjeu majeur des décennies à venir, c'est une électrification massive de nos sociétés, de nos systèmes et donc de nos sociétés. En ayant un maximum recours, bien évidemment, à des ressources qui soient décarbonées et renouvelables. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'électricité, quand elle est produite, elle doit être tout de suite consommée. Si elle ne peut pas être consommée, elle est perdue. Ou alors, il faut la stocker. Et pour la stocker, il faut la transformer. On ne peut pas capter les électrons comme ça. Donc, un autre élément qui me semble important à dire, c'est qu'on est passé aussi dans les décennies précédentes à un système où on a d'abord produit et on s'est posé la question de la consommation a posteriori. Donc, on a créé des centrales de production d'électricité à partir de fossiles. On avait de l'hydroélectricité, on pouvait produire et la consommation suivait. Désormais, avec les énergies renouvelables, en tout cas, la question se pose en Europe, dans d'autres pays aussi, on va avoir des énergies qui vont être plus variables en termes de production. Et donc, il va falloir, d'une certaine manière, adapter désormais la consommation à cette production. On a un petit peu un changement de manière de penser, de rapport à l'énergie.
Une question peut-être, et je vais vous laisser rebondir, c'est de se dire, est-ce qu'un mix d'énergie à 100% à partir d'énergie renouvelable est possible? Ça, c'est une question qui ne peut pas être, à laquelle on peut répondre, mais on ne pourra pas l'atteindre là dans l'immédiat. Ça nécessite une planification absolument gigantesque, tout comme après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a décidé d'avoir un programme hydraulique et qu'on a décidé d'avoir un programme nucléaire, on l'a planifié sur des dizaines d'années. Donc, l'énergie, ce n'est pas on-off comme un interrupteur. Ça demande quand même, il y a un bouleversement systémique qui est très important, donc avec à la fois une certaine résistance au changement qui va être un petit peu longue et une adaptation aussi à ce changement qui va être longue, à la fois sur les comportements et les usages. Et justement, est-ce que les producteurs d'énergie sont en mesure d'atteindre cette part de renouvelables, notamment parce que vous avez parlé de solutions, peut-être que vous avez dit qu'il y avait des solutions aujourd'hui qui étaient possibles. Est-ce que vous pouvez y revenir ou alors est-ce qu'il y a encore un manque d'engagement, justement, un manque de planification de la part de l'État pour favoriser ces énergies renouvelables? Alors aujourd'hui, l'État a pris conscience, je dirais, de l'importance d'adapter sa trajectoire énergétique à partir du début des années 2010, dans le sens où, à partir des années 2010, il a commencé à prendre des lois, des réglementations qui allaient préparer en fait l'avenir énergétique. Donc, il y a eu tout un débat au début des années 2012-2013 autour de la transition énergétique qui a débouché sur une loi, celle de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui mettait en place une trajectoire bas carbone et en même temps ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et elle vise notamment à équilibrer le mix électrique à 50% nucléaire et 50% a priori renouvelable, encore que on a encore un petit peu de charbon en France. Cet objectif de 50%, à l'époque, on était en 2015, il était visé pour 2025. Eh bien, il a été très vite décalé en 2019 pour décaler de 2025 à 2035, parce que pas grand-chose n'avait été fait entre 2015 et 2019. Donc, cet objectif était absolument impossible à atteindre. Et pourquoi il est impossible à atteindre? Il y a clairement quelque chose en France, en particulier, peut-être qui est différent de d'autres pays. Il y a une vision très centralisée de l'énergie, parce qu'on a beaucoup de centrales de production donc nucléaires qui sont des énergies qui fournissent énormément d'électricité et qui vont très bien avec une planification centralisée. A contrario, les énergies renouvelables sont des énergies qui sont dites décentralisées, dans le sens où on va les développer un peu partout sur le territoire. Et donc, il a fallu adapter en fait notre système de pensée à cette vision à ce modèle plus décentralisé de la production d'énergie. Et il y a eu un petit peu donc, de retard à l'allumage. Après, il y a d'autres enjeux. Et là, peut-être que j'ai une casquette plus de représentant d'un producteur d'électricité, et notamment un développeur de projets éoliens, solaires, hydroélectriques, qui va être on a un manque de simplification réglementaire, légale, des processus pour ce qui a trait du développement des énergies renouvelables. Une énergie comme l'énergie éolienne, un projet prend entre 7 à 8 ans, 8-9 ans pour sortir de terre. C'est considérable. Et dans ces 7 à 8 ans, vous avez généralement la moitié du temps qui est dédié à des recours devant les tribunaux. Parce qu'il y a des associations environnementales, qui sont souvent des associations plutôt anti-éoliens, dont l'objectif précisément est de barrer la route à l'éolien,
attaque systématiquement l'ensemble des projets. Et ça amène un autre commentaire, qui est celui de l'information en fait, du public vis-à-vis de la transition énergétique et vis-à-vis des énergies renouvelables. Pourquoi des associations se montrent pour contrer des projets éoliens, mais également des projets solaires, des projets éoliens en mer? Parce que je pense que ces énergies renouvelables bouleversent notre vie quotidienne, va bouleverser le paysage énergétique de notre pays. Avant, on avait l'énergie, c'était effectivement qu'un interrupteur, c'était je prends ma voiture et je me déplace. Maintenant, c'est je vois l'endroit où il y aura de la production d'énergie. Je verrai une éolienne, je verrai des panneaux solaires sur le toit de ma mairie, mais peut-être au-dessus de champs agricoles sous lesquels un agriculteur ira éventuellement faire pousser des vignobles. C'est également des barrages hydroélectriques au fil de l'eau. Ce sera demain aussi une manière de produire mon énergie pour mes propres usages. C'est peut-être de l'autoconsommation, c'est peut-être un élément qui recréera, disons, un certain bien commun qui s'était perdu jusqu'à présent, puisqu'il était invisible. Donc l'information du public est très importante et manque peut-être en France sur la transition énergétique. Pourquoi on développe des projets d'énergie renouvelable? Pourquoi on se pose la question de fermer une centrale nucléaire? Pourquoi on passe nos véhicules à l'électricité et on veut se désengager du pétrole? C'est parce qu'on a besoin de moins consommer et d'émettre moins de CO2. Mais ça va forcément avoir un impact sur nos vies quotidiennes, et cela, pour ça, il faut l'accepter, et ça passera que par des processus qui sont souvent lents, de concertation, de consultation du public, et c'est peut-être un écueil qu'il y a eu au démarrage des projets d'énergie renouvelable dans les années 2000, c'est qu'on a finalement peu associé le public à cela. Les pouvoirs publics avaient conscience qu'il fallait développer, en tout cas explorer la voie des énergies renouvelables, mais peut-être n'ont pas forcément assez expliqué la raison. Et puis, il y a eu un boom dû à une baisse des coûts de ces énergies renouvelables à partir des années 2010, et donc une accélération absolument phénoménale de ces énergies renouvelables dans le monde, qui représentent désormais la majorité des nouvelles capacités de production d'électricité dans le monde, qui ont dépassé les autres. Et la France, d'une certaine manière, est restée une exception avec un mix nucléaire très important qu'il convient désormais de transformer. Et il y a des choix stratégiques et de société qui se posent à nous collectivement dans les années à venir. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Lebeau, vous souhaitez rebondir sur les propos de Monsieur Robin Chevalier? Oui, et puis sur la question importante du rôle de l'État. On l'a vu, les enjeux sont colossaux. Et ce qui est un risque à terme, vous savez, c'est l'existence même de l'humanité. Il faut être très, très clair sur le changement climatique. Il n'y a pas la place pour 7 milliards d'habitants avec une planète qui est réchauffée à 3 ou 4 degrés. Il n'y a absolument pas la place. Toutes les cartes le montrent. J'ai les études de la NASA, de l'IPCC, le panel international sur le changement climatique. Et donc, si on veut limiter les dégâts, il n'y a plus le choix. Donc, on ne peut pas attendre spontanément que les choses bougent. On le voit bien, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à croire ce que l'on sait. On n'arrive pas à croire que le changement climatique est généré par les activités humaines. On n'arrive pas à croire qu'on peut réduire nos propres empreintes carbone. Et du coup, on attend toujours. Donc, le rôle de l'État est absolument fondamental. Et le rôle de l'État, c'est d'établir des règles du jeu, de mettre en place les conditions pour que progressivement, on fasse évoluer nos sociétés humaines tout en préservant la prospérité, la productivité, une certaine croissance du confort, mais en s'attaquant de plein fouet aux enjeux
environnementaux liés à ces ressources, à l'accès à l'usage de ces ressources fossiles. Donc le rôle de l'État, il est fondamental. Je n'attends rien des sociétés privées. J'attends beaucoup de l'État qui doit créer les conditions pour que les sociétés privées, comme les individus, comme les communautés, quelles qu'elles soient, comme les autorités locales, que tout le monde fasse sa part. Et fasse sa part, eh bien, ça implique des changements radicaux dans la façon dont nous consommons de l'énergie au quotidien, la façon dont nous nous chauffons, la façon dont nous communiquons, dont nous nous déplaçons. Eh bien, tout ça s'organise et l'État doit être plus que jamais stratège. Le chantier qui est devant nous, c'est le chantier du siècle. D'ailleurs, c'est votre chantier. Je ne vois pas une seule personne qui puisse échapper à ce chantier aujourd'hui. Il y a tellement de choses à remettre en cause qu'on est tous concernés. Et le rôle de l'État, il est colossal. On n'a pas du tout abordé le problème jusqu'à maintenant, mais par exemple, une grande partie du signal que comprend bien notre économie de marché, c'est les coûts, les tarifs. Et tant qu'il n'y a pas la vérité des prix sur le coût environnemental des énergies qu'on utilise, on ne paye pas aujourd'hui la dégradation environnementale que font peser sur nous autres la combustion d'un litre de pétrole, d'un kilo de charbon. On ne paye pas la dégradation environnementale. Donc, est-ce qu'on serait, dans un premier temps, être suffisamment intelligent pour poser les fondamentaux économiques par notamment la mise en place de taxes intelligentes pour essayer d'inclure dans les investissements d'aujourd'hui, dans les usages aujourd'hui de l'énergie fossile, la dégradation environnementale. Ça fait partie des débats énormes que les États doivent prendre. Tout comme on sait qu'il y a des énergies qui sont parfaitement décarbonées, eh bien ces énergies-là, il faut au contraire supprimer toutes les taxes possibles, les TVA sur les équipements, sur la main-d'œuvre. Eh bien ça fait partie des stratégies de l'État. L'État doit prendre ses dispositions pour mettre en place des cadres juridiques adéquats et par une série d'incitations juridiques, fiscales, techniques et financières, encourager l'investissement de tout un chacun vers ces solutions décarbonées. Donc, nous avons devant nous le plus grand chantier qu'on puisse imaginer. De toute façon, la survie de l'humanité est à ce prix. En revanche, s'attaquer à ce chantier est très stimulant parce que ça va stimuler l'innovation. Vous voyez bien la rapidité aujourd'hui du développement technique. C'est fabuleux ce qui se passe. Et on est capable de faire de l'énergie massive avec du vent, avec de l'eau, avec tout un tas de techniques décentralisées, mais c'est formidable. En revanche, on n'y arrivera pas si on ne regarde que par un bout de la lorgnette. C'est un peu ça la difficulté, c'est de regarder de façon holistique les enjeux. Mais je pense que l'État a un rôle fondamental pour établir les règles du jeu, pour qu'on soit tous concernés, nous mettre tous au niveau d'information pour accepter d'agir. Et là, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Justement, vous avez tous les deux parlé on va dire, de réduction, de revoir sa consommation énergétique et de tendre vers une sobriété énergétique. On va peut-être moins pouvoir parler du point de vue du consommateur, mais plutôt, quelles sont les solutions pour les acteurs, les producteurs ou l'État pour revoir cette consommation énergétique à la fois dans les infrastructures, les technologies et donc plutôt voir le point de vue des producteurs dans l'objectif de tendre vers une sobriété énergétique, si ce n'est pas modifier totalement le mix énergétique, mais du moins agir d'abord sur sa réduction d'énergie. Oui, je peux peut-être commencer, vous compléterez. Je pense qu'il est effectivement important de se dire que les producteurs ne feront pas tout. Les producteurs, on leur demande de produire de l'électricité.
Alors après, des producteurs d'énergie renouvelable, ils vont produire quand il y aura effectivement la ressource en vent, en soleil, en eau qui seront disponibles. On a besoin, en revanche, de jouer sur d'autres éléments. Et ça, ce sont effectivement les pouvoirs publics, ce sont d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des producteurs, mais qui sont des acteurs de services énergétiques, qui vont proposer d'autres éléments. Ça va être ce qu'on va appeler de la flexibilité sur la demande. Ce qu'on veut, c'est piloter les consommations pour les faire coïncider avec la production d'énergie renouvelable. Donc, ça passera par des incitations aux consommateurs pour aller utiliser ces appareils électroménagers à des heures où on a beaucoup de production et peut-être moins à des heures où on a moins de production. Vous connaissez les classiques heure pleine, heure creuse chez vos fournisseurs d'électricité. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder. C'est aussi grâce à des systèmes de données qui vont, grâce à la numérisation d'une certaine manière, la numérisation va être un vrai vecteur de baisse des consommations, à la condition qu'on ne multiplie pas non plus les données pour rien, surtout sur rien. Mais la mise en place, il y a quelques années, des compteurs Linky, qui a été assez décrié parce que justement encore, on n'avait pas expliqué aux consommateurs, aux citoyens, la raison pour laquelle on allait installer ces compteurs. Donc du coup, beaucoup de choses, de fantasmes peuvent se créer autour de ces appareils, mais ces appareils sont là justement pour connaître au plus proche, au plus près, de manière la plus précise, au pas de temps qui soit le plus précis, la consommation des citoyens, des entreprises, et ainsi, après, être capable d'avoir des estimations, proposer des baisses de la consommation à un moment. Sur des grandes entreprises, il y a déjà des mécanismes qui existent et qui sont gérés par les gestionnaires des réseaux d'électricité, en particulier RTE, qui est un acteur incontournable, qui gère l'équilibre du réseau électrique entre production et consommation, qui propose à des opérateurs, des industriels, d'effacer leur production, donc de baisser leur production à un moment où, baisser leur consommation à un moment où justement la production n'est pas suffisante. Et ensuite, là où les producteurs peuvent être aussi une force motrice, mais toujours en partenariat avec d'autres acteurs, notamment des industriels, ça va être sur le stockage de l'électricité. Alors ça passera par divers vecteurs, ça peut être des batteries, ça peut être de l'hydroélectricité via des systèmes de pompage, donc l'utilisation des surplus d'électricité pour pomper de l'eau d'aval en amont et la relâcher pour recréer de l'électricité à un moment où on en aura davantage besoin. Ou encore, et là il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de soutien public, et l'État stratège est là pour le rappeler, en cohérence avec l'Europe qui le pousse beaucoup, c'est l'utilisation de l'hydrogène, donc la transformation de l'électricité en hydrogène via un système d'électrolyseur, et ensuite la réutilisation de l'hydrogène pour différents usages, pour le transport, pour la décarbonation, pour de nouveau l'utilisation d'électricité. Tout ça sera possible. Et donc l'innovation, effectivement, est un moyen de répondre aux défis de la transition énergétique, et ça passera nécessairement par un soutien public de la part de l'État, de la part de l'Europe. Et là, j'y tiens. Je pense que l'énergie est un moyen aussi de participer à la construction et à l'unité de l'Europe, en particulier face à d'autres pôles que sont la Chine et les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, l'énergie, c'est géopolitique. La force des économies occidentales s'est fait grâce à l'exploitation d'énergies fossiles. Donc demain, il faudra aussi peser d'une certaine manière en étant plus collectif au niveau européen. Merci beaucoup. On pourra peut-être revenir sur la question de la coopération et l'échelon européen international. On a une question du Facebook Live que je vais vous poser. Combien faut-il de surface au sol pour remplacer la production nucléaire?
quid du maintien de la biodiversité essentielle pour combattre les changements climatiques? Est-ce que vous souhaitez réagir à cette question et y répondre? Je peux commencer et je vous inviterai, Benoît, à compléter. Sur la question précise du solaire, si on devait remplacer la production nucléaire par de la production solaire, au sol, on devrait à peu près 4000 km² en France, c'est 550 000, je le rappelle. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Et puis, le solaire, ça s'installe sur divers endroits. Ça s'installe sur des toitures, ça s'installe au-dessus de surfaces qui sont déjà artificialisées d'une certaine manière. Donc, ça va être des carrières, ça va être des sites industriels, donc des sites qui sont pollués, qui vont aussi déjà été marqués par l'homme, qui pourront du coup être réutilisés. Et ce sera également, je pense, au-dessus d'autres surfaces qui sont déjà utilisées par l'homme, notamment les surfaces agricoles. Il ne faut pas obliger une zone agricole, c'est pas une zone naturelle, et c'est une zone où il y a déjà un usage, et c'est une zone où il y a déjà aussi des émissions de CO2 d'une certaine manière. Donc, je crois beaucoup au développement de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Donc, c'est la capacité à avoir du solaire au-dessus d'une production agricole en ayant aussi des bénéfices pour cette plante. Mais il faut bien avoir à l'idée que le solaire seul ne remplacera pas le nucléaire et ne participera pas non plus à décarboner l'ensemble de notre système énergétique. C'est l'un des vecteurs, mais pas l'unique. Il y a l'éolien offshore, l'éolien à terre, l'hydroélectricité. Et pour répondre précisément au sujet de la biodiversité, il faut aussi prendre de la hauteur. C'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité, la perte de biodiversité qui est absolument phénoménale au niveau mondial, est due aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, d'une certaine manière, il faut qu'on développe les énergies renouvelables pour remplacer des énergies fossiles qui participent à près de 80% de gaz à effet de serre et qui participent donc à la lutte contre le changement climatique. Il faut qu'on sorte de cette problématique purement française qui est du mix électrique déjà décarboné grâce au nucléaire. Monsieur Lebeau, est-ce que vous souhaitez rebondir, pardon? Oui, cette question, j'ai un peu de mal à répondre parce que moi, je ne raisonne plus toutes choses égales par ailleurs. J'ai essayé de démontrer que le principal, c'est de partir des besoins dont on a besoin. Et c'est pas remplacer une centrale nucléaire par autre chose, c'est l'électricité, 65% de l'électricité, c'est consommé dans les bâtiments. Pour se chauffer, pour s'éclairer, pour refroidir, pour avoir nos activités. Je sais aujourd'hui comment construire des bâtiments où on se loge, où on travaille, qui consomment plus d'énergie qu'ils n'en consomment toute l'année, qui vont produire plus d'énergie qu'ils n'en consommeront toute l'année, par un meilleur design, une meilleure conception, Et à terme, avec un effort collectif, on peut, avant de se poser, avant de se poser la question sur comment je remplace, on peut réduire énormément la demande. On peut quasiment sortir de l'équation énergétique le secteur du bâtiment qui pèse, selon les pays, entre 25 et 40% du problème. Le reste étant l'industrie, un peu d'agriculture et les transports. Donc, la surface des panneaux solaires, prenons une maison 100 mètres carrés. Si vous la faites n'importe comment, vous avez besoin d'avoir de 4 fois la surface du toit par des panneaux solaires. Mais si vous la faites de façon intelligente et que vous allez regarder les efforts d'efficacité, d'orientation, de toutes les techniques passives qui existent avec que du bon sens, vous allez réduire les besoins de confort, par exemple de chaud ou de froid, par un facteur 10. Et du coup, les panneaux solaires, vous avez besoin que de la moitié du toit et j'ai 1000 exemples. Il y a 1000 exemples qui existent là-dessus.
Donc, ce qu'il faut changer, c'est le raisonnement. La transition énergétique, c'est le passage à l'économie de la connaissance. Ce qui nous met dedans aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est de ne pas croire ce que l'on sait sur la science, sur la réalité du changement climatique. Tous les faits sont là. Vous avez vu la difficulté qu'on a eue d'accepter collectivement. On a donné autant la parole à ceux qui étaient contre le changement climatique que les autres. C'est comme si on donnait la parole à ceux qui pensent que la Terre est plate. Mais dans l'esprit humain, on a mis du temps à accepter que la Terre n'était pas plate, que de toute évidence, la Terre était ronde et qu'elle n'était pas le centre du monde, qu'au contraire, elle tournait autour du Soleil. On a brûlé des gens, des scientifiques avaient dit « Oh non, je ne pense pas, j'ai observé ». Je pense que le changement climatique est de cet ordre de changement de mentalité. Et ce qui nous met dedans aujourd'hui, c'est le manque de connaissances sur les solutions, c'est le manque de connaissances sur les impacts, c'est de ne pas vivre dans un système où les signaux, notamment économiques, ça on maîtrise bien les signaux économiques, hein, on sait bien le coût des choses. Mais si on ne met pas le coût sur les dégradations environnementales, si on ne met pas en évidence les impacts de tels choix par rapport et tels comportements, eh bien, si on ne met pas en place cette connaissance, on ne va pas avoir l'impact. Et je reviens à la question qui est posée. La surface est toute une question, la surface disponible. Je sais suffisamment, par exemple, qu'en France, on a un gisement absolument colossal d'éolien, de biomasse, d'hydraulique et de solaire pour assumer tous les besoins que l'on a, absolument tous, et vivre de façon beaucoup plus prospère qu'aujourd'hui et plus égalitaire. Tous les gisements sont là. Donc, en revanche, je suis très attentif au fait qu'aujourd'hui, les investissements dans les énergies propres contribuent à effacer, à remplacer les énergies fossiles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les énergies renouvelables, hélas, aujourd'hui, ne contribuent pas suffisamment à déplacer, à moins consommer de pétrole, de charbon et de gaz, parce qu'on ne fait pas d'efforts sur ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, c'est ce changement de mentalité que je souhaite partager avec vous ce soir. L'économie de la connaissance et le partage des connaissances. Oui, je me permettrai juste de rebondir sur un élément que vous venez de dire. Effectivement, le soutien public aux énergies renouvelables a été fort, mais ce n'est rien comparé aux subventions qu'il y a sur les énergies fossiles. Alors, c'est peut-être juste c'est moins transparent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on taxe moins les énergies fossiles, mais on met beaucoup plus en valeur le coût du soutien aux énergies renouvelables historiques. Et il y a quelque chose qui est vrai, et c'était le rôle de l'État à partir des années 2000, c'était de mettre des soutiens publics au développement du solaire, au développement de l'éolien, qui ont forcément été assez élevés au départ. Mais c'est en mettant un soutien public élevé au départ qu'on donne des signaux économiques aux acteurs, aux opérateurs, aux citoyens, et que derrière, on participe à la baisse des coûts en jouant justement sur un soutien élevé. Évidemment, ce coût, en particulier celui du solaire historique, il est lissé sur plusieurs années et il est important. Mais il y a un moment, il nous coûtera quasiment plus rien parce que on va avoir un relais qui va être pris par d'autres acteurs, notamment les entreprises, qui vont vouloir participer d'une certaine manière aussi au développement des énergies renouvelables en rachetant l'électricité issue de ces centrales de production sur tant d'années pour justement se prémunir de quelconques variations des prix d'électricité qui sont de plus en plus importants à ce jour, notamment, et la crise du Covid nous l'a rappelé, que c'était très fluctuant et qu'il pouvait y avoir
une baisse, une hausse du coût du prix de l'électricité de manière assez rapide. Un deuxième élément que je voulais ajouter, c'est de dire qu'il y a aussi l'importance de la réglementation. Si vous voulez développer les énergies renouvelables, il faut modifier certaines réglementations. La technique suivra, les opérateurs suivront. Si vous devez obliger tout bâtiment neuf à avoir du solaire, à avoir des systèmes également d'utilisation de réseaux de chaleur, si vous devez en faire des bâtiments à énergie positive, vous pouvez le faire par la loi. Et donc, faites-le, obligez-le. On n'a pas d'obligation actuellement d'avoir des panneaux solaires sur des bâtiments neufs, ce qui n'est pas le cas d'autres États. La Californie, par exemple, l'a fait. Donc, il y a la force de cette réglementation. Pour vous donner une idée, on ne peut pas couvrir les bâtiments de la ville de Paris en panneaux solaires parce que certains sont classés, parce qu'ils vont être en co-visibilité avec des monuments historiques et qu'on viendrait transformer le rapport que nous avons à ce patrimoine. Mais face à des sujets aussi importants que celui de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, on est obligé un peu de bouleverser aussi notre paysage, notre quotidien. Et donc, il faut qu'on change certaines réglementations. On voulait également pointer du doigt on a pu voir un documentaire d'Arte qui parlait de la face cachée des énergies renouvelables. On a une question du Facebook Live qui nous demande comment est-ce qu'on gère le recyclage et le démantèlement des éoliennes, avec notamment cette question des matériaux qui quand même sont également des polluants, enfin, qui émettent également des pollutions. Donc toute cette question des énergies renouvelables qu'on ne parle pas forcément et qui est un petit peu cachée, de savoir comment est-ce qu'on traite cet aspect un petit peu délicat de la construction, de la production, de la construction, l'utilisation et puis surtout le recyclage de ces énergies, qui ont des matériaux parfois, des terres rares et des matériaux qui peuvent également polluer. Voilà. Il y a quelque chose de très irritant dans cette problématique. C'est que pourquoi on ne s'est jamais posé la question sur les autres sources d'énergie? Pourquoi on pose des questions comme ça sur le contenu de ceci ou de cela, des systèmes? Et puis, il y a la plus grande transparence par rapport aux énergies renouvelables. On connaît très bien l'impact environnemental. Mais à aucun moment, par exemple, dans une question, on se pose la question sur le nucléaire, sur le charbon, sur le pétrole, sur le contenu des matériaux en béton, en terre rare, de toutes ces... C'est incroyable le monde dans lequel on vit. Vous voyez que c'est une question de connaissance. Et aujourd'hui, par l'excès de flot d'informations, il y a des déformations. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate aujourd'hui quand j'entends ce genre de questions. On se pose des questions. Alors, les réponses existent. Et toutes les énergies renouvelables montrent. Allez, je pourrais citer, allez sur un site qui s'appelle Décrypter l'énergie, quelque chose comme ça. Vous allez avoir réponses précises sur les empreintes environnementales, les matériaux rares dans les énergies renouvelables. Et la transition n'a absolument pas à rougir. Mais d'où l'importance de bien prendre en compte, une fois de plus, des besoins énergétiques. Il ne s'agit pas de couvrir la Terre de panneaux solaires et d'éoliennes, il s'agit de répondre à des besoins fondamentaux que nous avons pour vivre et de réduire la taille des besoins, ça va forcément réduire la taille des investissements à faire et bien sûr des matériaux. La vraie question par rapport aux terres rares qui sont... Mais regardez les chiffres, malheureusement ça n'a pas été repris par les médias, mais le vrai problème, c'est ça. Ça, c'est un smartphone. Vous êtes tous des ordinateurs. Mais les enjeux de la terre rare, ils sont avant tout là. Ce n'est pas dans les éoliens ou dans l'énergie solaire, au contraire. Et ça, curieusement, on n'en parle pas. Et les volumes sont là. Allez voir sur le site Décrypter l'énergie. Et puis, si vous vous posez la question, eh ben, faites le calcul sur l'énergie nucléaire. Est-ce que vous pensez, vous savez, un champ d'éoliennes, le jour où on trouvera mieux pour faire de l'électricité,
peut-être, j'y crois pas, mais le jour, on pourra démonter complètement, y compris le mât, y compris le béton au sol, et rendre à la nature exactement un terrain viable. Aucune autre source d'énergie aujourd'hui ne permet ça, et surtout pas le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est pas en 10 000 ans qu'on ne va pas pouvoir exploiter les ressources. Et on se pose des questions, comme ça on divise par 4. Le problème, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est l'économie de la connaissance. Il faut absolument connaître. Je ne citerai qu'un seul exemple. La France a fait un exercice absolument admirable au niveau mondial, qui est la Convention citoyenne climat. Prendre 150 personnes qui ignoraient tout des enjeux du changement climatique, mais à qui on a donné accès à toute source d'information. Ils ont pu accéder aux prix Nobel, aux meilleurs spécialistes de tous les secteurs que nous sommes en train d'évoquer ce soir. Et après, une fois qu'ils ont eu l'information, ils ont décidé. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne se sont pas posé la question sur les terres rares, parce que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on a accès à l'information, eh bien, les questions fondamentales, elles sont ailleurs. Elles sont typiquement, là, oui, dans l'usage excessif, dans l'ébriété collective qu'on a dans l'usage des moyens de communication. Là, on a un vrai problème, effectivement, de recyclage de terres rares. Mais curieusement, toutes les solutions existent, décrypterlénergie.com ou .org, et vous allez avoir réponse. Il n'y a pas de problème majeur d'énergie, de terres rares, de matériaux rares dans les énergies renouvelables si on met en place les politiques de sobriété, d'efficacité énergétique, de recyclage et de contenu carbone. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rebondirai après sur le recyclage de l'éolien et du solaire, mais un petit mot sur les terres rares. Les terres rares, ça constitue un ensemble d'éléments métalliques du tableau périodique des éléments, donc qui ont des propriétés chimiques qui vont être assez voisines. Et contrairement à leur nom, elles ne sont pas rares. Leur criticité, elle est plutôt liée au quasi-monopole actuel de la Chine sur leur extraction et leur transformation. Donc, je crois que c'est 85% à peu près de la production mondiale de terres rares il y a quelques années. Mais alors, l'extraction de terres rares, effectivement, comme toute extraction minière et de transformation métallurgique, a des impacts environnementaux. Elle modifie les paysages, des sols, régimes hydrographiques. Mais les impacts diffèrent aussi suivant les types de gisements. Mais en raison de leurs propriétés, les applications des terres rares sont multiples. Comme M. Lebeau l'a dit, en particulier dans les batteries de téléphone, les batteries d'ordinateur qu'on change, pour rappel, tous les 2 ans en moyenne, ce qui est absolument gigantesque, contrairement à des panneaux solaires qui sont prévus pour être utilisés 20 ans, des éoliennes tout utilisées 25 ans. Et ensuite, la consommation de terres rares dans le secteur de la production d'énergie renouvelable, elle réside essentiellement dans l'utilisation d'aimants permanents pour l'éolien en mer. Et il y a seulement une faible part des éoliennes en mer, quasiment dans aucune éolienne terrestre, et plus du tout dans les nouveaux panneaux solaires qu'on trouve des terres rares. Donc ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Il y en a eu au début, mais il n'y en a plus. En tout cas, plus dans ce qui est commercialisé. Peut-être dans de la réutilisation de l'existant, mais là, c'est plutôt de l'économie circulaire, j'ai envie de vous dire. La question des batteries, du coup, est plus compliquée. Donc, c'est pour ça que le stockage par batterie, pour moi, est une solution, mais ce n'est pas l'unique solution et ça ne doit pas être l'unique solution. Donc, on y est. Il y a eu une démonstration qui a été faite par les énergies renouvelables. Et là, je vous rapporte, il y a le site Décrypter l'énergie, et je vous rapporte une étude de l'ADEME. L'ADEME, agence qui est publique, qui a fait une remarquable étude l'année dernière sur les terres rares, justement en réponse à cette œuvre de Guillaume Pitron, La face cachée des énergies vertes, de la transition énergétique, et qui indique tout cela. C'est documenté, c'est sourcé, et c'est très bien fait. Et ce n'est pas uniquement quelque chose de journalistique un petit peu sensationnel d'une certaine manière, et qui participe aussi à une méconnaissance du sujet réellement. Sur le sujet du recyclage et de la réutilisation de l'éolien et du solaire, bien évidemment, il y a des métaux dans ces énergies.
Mais pour autant, on peut les recycler, ces métaux. C'est des métaux qui vont être réutilisables entre 97 et 98% de la masse totale. Sur l'éolien, vous avez un petit sujet sur une partie des pales qui sont en fibre de verre. Donc on va plutôt brûler dans du combustible pour notamment des métallurgies. Mais on a une obligation de tout recycler. En 2025, il faudra recycler 90% des éoliennes. C'est-à-dire que vous devrez, quand vous mettrez sur le marché, dans une logique pollueur-payeur, une éolienne, vous devez vous assurer qu'il y aura un recyclage complet du parc. Mais c'est relativement facile, hein, puisque c'est du béton, de l'acier, quelques éléments de bois aussi. Et pour le solaire, vous avez aussi des filières qui ont été créées, obligatoires, ça s'appelle PV Cycle. Donc, quand vous mettez sur le marché, vous êtes obligé, via cet éco-organisme, de participer au retraitement des panneaux que vous mettez sur le marché. Et cette filière de recyclage, on peut pas vraiment, on dit ça marche pas, c'est normal, ça n'a pas commencé. Des panneaux solaires, on les a installés pour la première fois réellement en France il y a 20 ans. Donc, les premiers panneaux, ils arrivent à peine. Donc, on ne peut pas vraiment se poser la question de « ça ne marche pas » puisqu'on n'a même pas essayé. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Il y aura la preuve par l'exemple. Et donc, ça va baisser aussi les doutes qu'il pourra y avoir sur ces énergies. Merci beaucoup pour ces précisions. On a également une question sur… Alors, pour répondre de façon un petit peu plus réaliste, quelle est la concurrence des marchés extérieurs sur les énergies renouvelables? Quelles sont nos capacités industrielles de transformation du réseau? Et pour compléter la question qui la rejoint, comment ignorez-vous notre sous-capacité industrielle pour garantir la production de toutes ces solutions dont vous parlez? Alors, ce qui est certain sur l'industriel, c'est qu'il y a eu une désindustrialisation massive en France durant les dernières décennies. On a exporté l'industrie ailleurs. La Chine, notamment, est un moteur, je ne vous apprends rien. Et donc, on a en France un tissu industriel qui a décliné. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fataliste. Il y a quand même un certain nombre de zones géographiques, de grands acteurs qui peuvent participer à cette réindustrialisation. Mais la réindustrialisation peut impliquer une hausse des besoins en électricité, donc en énergie, donc en électricité, puisqu'on veut électrifier tout ça. Et donc, se posera aussi une question de notre capacité à absorber cette réindustrialisation, notamment sur la ressource en eau. Je ne vous cacherai pas que l'industrie consomme des mégawattheures, mais consomme aussi de l'eau. Donc, c'est pour ça que la question des besoins se pose. C'est la consommation de biens et de services qui va derrière. Sur le réseau électrique, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les dernières années. C'est qu'on a un opérateur, RTE, que je citais un peu plus tôt, qui fait des plans de planification en fait, du système électrique avec des hypothèses et qui les met à jour chaque année. Et là, RTE vient de publier en janvier les prémices d'une étude visant à dessiner les contours de ce que pourrait être un mix énergétique basé essentiellement sur les énergies renouvelables. Un mix électrique, avec 8 scénarios possibles qui vont du 100% renouvelable à du 50% renouvelable, 50% nucléaire, avec du nouveau nucléaire ou avec des anciens nucléaires. Et RTE va définir quatre ensembles de conditions techniques qui vont être assez strictes, qui doivent être toutes remplies pour permettre une sécurité d'approvisionnement. Donc d'abord, il est certain que même si les énergies renouvelables doivent encore faire l'objet d'une démonstration à grande échelle, il y a un consensus scientifique sur les technologies qui peuvent être utilisées qui permettent de maintenir la stabilité du système électrique sans production nucléaire ou décarbonée ou carbonée. Il pourrait y avoir quelques difficultés
s'il y avait trop de photovoltaïque. Ça, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de regarder, d'avoir un mix équilibré avec de l'éolien, de l'hydroélectricité. On ne peut pas tout mettre sur une technologie. Un deuxième élément, c'est de se dire que la sécurité d'alimentation en électricité, elle peut être garantie même dans un système qui reposera sur des énergies qui auront des profils variables. Mais ça passera avec du pilotage de la demande, avec du stockage, avec des réseaux d'électricité qui seront connectés à nos voisins européens. Et je reviens à cette coopération européenne qui est très importante. Un troisième élément, ça va être aussi d'avoir un dimensionnement de tout ce qui est réserve opérationnelle, donc notamment permet de pousser des opérateurs à baisser leur consommation justement pour répondre à la baisse de production des énergies renouvelables, et en même temps un cadre qui soit législatif, réglementaire, qui permette de définir précisément où chacun peut agir. Le consommateur, par une baisse de consommation, le producteur par éventuellement aussi une baisse de sa production, parce que si on a trop d'éolien, trop de solaire, à un moment où on n'a pas assez de demande d'électricité, eh ben, on pourra brider ces centrales de production. Et un grand élément, qui est le quatrième et je pense le plus important, c'est celui de l'anticipation, de l'acceptation sociale en fait, de cette transition énergétique. Et celle-ci, elle passera que par la concertation, l'information du public. C'est pourquoi on le fait. Et si les gens ont une réponse à cette question, ils accepteront plus facilement de voir bouleverser leur quotidien et bouleverser aussi leurs habitudes de consommation. Monsieur Lebeau, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à la question qui a été posée? Sinon, pour continuer, on a une question sur le Facebook Live toujours. Comment allez-vous produire de l'énergie et développer les réseaux sur les territoires qui ne sont pas ni venteux ni suffisamment productifs au niveau solaire? Alors, il n'y a, je pense, quasiment pas de zone en France où il n'y a ni vent, ni soleil, ni bois, ni eau. Il y aura toujours un endroit où on pourra produire, et les rares endroits où on ne pourra pas produire, eh bien, ce sont des réseaux qui seront connectés. Il n'y a pas en France, très peu d'endroits en France qui ne sont pas connectés à d'autres territoires. Évidemment, les dom-toms, il y a donc qui font l'objet d'une réglementation, d'une disposition un peu spéciale, mais il y a toujours cette possibilité d'être connecté à un autre territoire. Donc, on a l'avantage en France d'avoir un réseau électrique qui a une maille très précise, très précise. On a 36 000 communes, eh bien, on a 36 000 réseaux d'électricité d'une certaine manière, parce que les collectivités sont propriétaires des réseaux d'électricité. Ils les concèdent à des opérateurs qui vont les gérer, Enedis, RTE et Enedis, pardon, et des entreprises locales de distribution. Et c'est d'ailleurs depuis ces territoires que la production d'électricité s'était faite, parce qu'avant la nationalisation d'EDF, on avait plein de régies municipales qui s'occupaient de l'électricité et qui, peu à peu, se sont connectées les unes aux autres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute quant à la desserte en électricité de l'ensemble des territoires en France. Et puis, on pourrait rajouter que dans le pire des cas, s'il y avait effectivement un endroit où il n'y a pas de soleil, pas de vent, est-ce qu'il n'y a pas de biomasse? Parce que la biomasse restera et est une quantité importante d'énergie que nous consommons. Nous consommons énormément de biomasse et dans les scénarios de transition énergétique pour la France, nous, Négawatt, nous misons beaucoup sur la biomasse et tous les agrocarburants, les biogaz, etc. Et par exemple, on peut tout à fait imaginer que par l'électrification du système et la production notamment d'énergie très bas carbone avec le soleil, le vent, l'hydraulique, on peut faire
transformer de l'eau en hydrogène, comme ça a été, et l'hydrogène en méthane. Et le méthane, ça se transporte et éventuellement, dans le pire des cas, mettre dans des bonbonnes de gaz, du biogaz fabriqué, du gaz synthétique fabriqué par d'énergie solaire à 1000 km de là et se le déplacer. On peut imaginer des systèmes comme ça dans le cas, mais ça sera extrêmement rare. Très bien, merci beaucoup. J'avais une question sur l'aspect. Est-ce que ça serait possible de revenir sur l'aspect très décentralisé dont vous avez mentionné, M. Robin Chevalier, sur les énergies renouvelables et le fait qu'on était plutôt dans un modèle très décentralisé. La solution, c'est peut-être la planification, mais est-ce que ça n'a pas un avantage à justement favoriser la concertation et l'échange entre les citoyens sur justement des projets qui vont être plutôt décentralisés sur les territoires? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que quand on a une production électrique qui se fait à base de grandes centrales au charbon, au fioul ou au nucléaire, vous n'avez finalement que peu d'acteurs qui sont impliqués. Vous allez avoir quelques territoires d'implantation, mais vous allez surtout avoir des grands opérateurs. Donc en France, on a fait le choix d'avoir historiquement d'avoir un opérateur sur l'électricité, EDF, et un sur le gaz, EDF Suez, maintenant Engie. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, on va avoir plein de lieux de production et des lieux de production qui vont nécessiter des investissements qui vont être un peu plus à la portée des territoires et des citoyens. Il est certain que, pour faire rapidement, un projet de 5 éoliennes, par exemple, c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Eh bien, une collectivité va avoir les moyens d'investir dans tout ou partie d'un projet. Et d'une certaine manière, va permettre à la fois de produire de l'électricité, mais aussi de maximiser les retombées économiques liées à cette production d'électricité qui pourront lui servir ensuite à investir dans d'autres éléments importants de la transition énergétique. Plus d'efficacité énergétique, une rénovation de bâtiments publics, par exemple, le déploiement de bornes de recharge à destination de la mobilité électrique. Voilà, donc il y a la baisse du coût des énergies renouvelables et leur aspect décentralisé vont permettre de démocratiser d'une certaine manière l'énergie et de rendre l'énergie aux populations, aux collectivités, et d'une certaine manière déconstruire ce que nous avions construit, à savoir rendre aux territoires ce que les territoires avaient créé au départ, ces fameuses régies municipales d'électricité. Bien, on y revient un petit peu. Et c'est en permettant aux territoires, mais aussi aux citoyens, d'investir et de prendre part à ces moyens de production qu'on facilite l'acceptation sociale de la transition énergétique. Aujourd'hui, les citoyens sont en demande aussi de comprendre et d'agir. Et là, on a un formidable vecteur de transformation. Merci beaucoup. On a une question également sur, peut-être que M. Legault veut réagir, mais je pense que cette question peut également lui permettre de parler de son expérience à l'international. C'est comment être rentable et compétitif avec le renouvelable, notamment par exemple avec le charbon face à l'Allemagne, enfin, le charbon en Allemagne, ou bien Pardon, je me suis perdu sur les questions. Qu'est-ce qui va en être de la concurrence avec les autres pays en termes de production d'énergie et d'électricité? Alors, la bonne nouvelle de ce début du XXIe siècle, c'est que les énergies renouvelables sont les moins chères aujourd'hui. Dans la plupart des cas, ce n'était pas le cas, bien sûr, quand on a commencé il y a 30 ans, et puis il y a 20 ans, et puis c'est pour ça qu'on a eu besoin d'accompagnement public. Moi, j'aime pas le terme de subvention, ça a été des tarifs d'achat qui ont été bien faits, intelligents, et on a accepté effectivement de payer un peu plus cher les énergies renouvelables pour qu'elles se multiplient, et en se multipliant, le coût
a baissé. On arrive aujourd'hui à un point de rupture fabuleux où quasiment dans tous les pays au monde, même dans les pays les plus charbonnés que sont la Chine, je pense à l'Afrique du Sud, où le charbon est très très peu cher, et ben aujourd'hui c'est les éoliennes modernes et les panneaux solaires qui sont les moins coûteux pour faire de l'électricité. C'est quand même remarquable. Alors, on ne remplace pas l'identique, hein, il faut avoir un système complet. Donc, moi, je suis parfaitement serein sur le coût de la transition énergétique et sur le fait on n'a pas le choix. Et si éventuellement les énergies fossiles, dans certains cas, sont encore moins chères, eh ben, qu'on mette des taxes sur le CO2 depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que tous les économistes du monde nous demandent de mettre un coût sur les dégradations environnementales par une taxe, ben, mettons-le. Et vous allez voir que très rapidement, on va rebalancer à l'avantage des énergies renouvelables les investissements. Donc, l'État doit être stratège et mettre en place tout ce qu'il faut, notamment d'un point de vue économique. Et je pense que l'avenir est là. Ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on ne s'en sortira pas uniquement avec les énergies renouvelables et les investissements dans les énergies renouvelables, qu'il faut décarboner, que ça demande plutôt une remise à plat des besoins énergétiques. Je suis beaucoup plus inquiet du manque d'investissement dans les économies d'énergie, dans le secteur de l'agriculture, du transport, de l'industrie et du bâtiment. Et c'est uniquement si on met les efforts là-dessus, et tous les coûts doivent être mis là-dessus, les avantages sont colossaux, mais la compétitivité des énergies renouvelables, c'est une merveille, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, elle est assurée partout. Oui, elle est assurée clairement et dans les années à venir. Peut-être un élément supplémentaire qui va, pour rebondir sur le sujet de la taxe carbone, c'est la réglementation. La réglementation peut être un levier gigantesque. On voit que d'ailleurs l'Europe, d'une certaine manière, est en avance sur certains sujets, discute actuellement de mettre en place, de rehausser sa taxe carbone dans le cadre du Green Deal, de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement aux frontières pour permettre de décarboner, de réduire son empreinte carbone. Et il y a aussi tout un enjeu qui est en train de en particulier dans les économies occidentales, qui est en train d'arriver. C'est, je crois beaucoup au levier de la finance. Les investissements dans la transition énergétique vont nécessiter énormément d'argent. Et la finance verte a énormément un énorme rôle à jouer. Il s'est passé quelque chose l'année dernière sous l'effet du Covid, qui est venu cacher, en fait, le Covid est venu cacher un élément important qui est arrivé en janvier 2020, qui était la crise du secteur pétrolier. Vous aviez une baisse des prix très très forte parce que vous aviez une guerre des prix entre les pays de l'OPEP et la Russie, ainsi que les États-Unis, avec des prix très 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 bas, qui a poussé en fait les pétroliers, les grandes entreprises pétrolières, à commencer à réorienter leurs investissements. Et donc vous avez, en plus avec la crise du Covid, où il y a une baisse forte de la demande en pétrole, des grandes entreprises, les Total, Shell, BP, Agence pétrolière européenne, qui ont commencé à prendre la voie de la décarbonation. Parce qu'ils savent que le pic de pétrole, le pic de la demande de pétrole est passé pour certaines d'entre elles, ou en tout cas pour d'autres, ça va arriver là dans les 2 ans à venir. Et ils sont poussés aussi, d'une certaine manière, par des grands fonds d'investissement qui veulent décarboner leurs investissements. Vous avez eu fin 2020, Larry Fink, c'est le patron d'un grand fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock, que vous connaissez probablement, qui est assez décrié pour d'autres sujets, mais là n'est pas la question, et qui a dit clairement, envoyé à l'ensemble des personnes qui placent de l'argent dans ce fonds d'investissement, et en particulier les entreprises dans lesquelles BlackRock investissent, il va falloir décarboner.
Il va falloir décarboner parce que votre modèle d'entreprise basé sur les énergies carbonées n'est pas viable, n'est pas durable. Et là, c'est une question de viabilité du système économique, donc de viabilité de la rentabilité, en fait, de ces entreprises. Et donc, voilà, c'est un élément supplémentaire. Il y a la réglementation, il y a la transformation de la finance qui va arriver, et il y a un enjeu aussi, clairement, géopolitique, entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, qui n'ont pas forcément pris, qui vont se battre, disons, pour faire la course en tête sur les technologies bas carbone, et en particulier notamment l'hydrogène. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. On a pu aborder énormément d'aspects et de solutions qui nous permettent de penser un avenir meilleur. Je vais demander sur le Zoom s'il y a des questions. On peut prendre également des questions sur le chat Facebook. Est-ce qu'il y a des gens sur Zoom qui veulent prendre la parole pour poser une question? C'est possible. N'hésitez pas à activer la caméra ou lever la main si vous ne voulez pas activer la caméra. Après, c'est pas tant une question que j'ai, mais juste un commentaire. Vous parlez de l'Europe, et de l'avance que les pays européens ont. Mais on voit quand même qu'en Europe, il y a un certain retard par rapport aux objectifs qui ont été fixés en termes d'énergie renouvelable. On a quelques pays qui tirent l'Europe vers le haut, comme certains pays scandinaves. Mais on remarque quand même une majorité de pays qui ont une part d'énergie provenant de ressources renouvelables assez faible. Et voilà, ça avance assez lentement. Voilà. Donc, c'est pas tant une question, mais c'est… Si, ça avance très lentement, ça avance lentement pour certains. Alors, c'est sûr que des pays comme l'Allemagne sont très en avance parce qu'ils ont fait aussi un enjeu industriel chez eux. L'Allemagne a été très en avance là-dessus. Des pays comme la France sur les énergies renouvelables sont peut-être on est un petit peu limite, mais on n'est pas les seuls. Des pays comme les Pays-Bas doivent aussi accélérer. La péninsule ibérique également. On voit qu'il y a un objectif global sur lesquels on est en retard, et pour souvent les mêmes raisons qu'en France. C'est parce qu'il y a un bouleversement systémique important et qu'il faut changer nos modes de pensée. Et là, c'est indépendant des cultures. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la transition colossale. Vous savez, tout est à remettre en cause. L'énergie, c'est le vecteur. C'est le sang dans les veines de l'économie. Donc, c'est à tout instant. Et il y a des bizarreries. Vous savez, un pays comme l'Italie fait plus d'argent. Le gouvernement italien gagne plus d'argent avec le pétrole que l'Arabie saoudite qui lui en vend. Parce que les taxes sont telles que les taxes sur le pétrole qui est vendu en Italie, bon, je n'ai pas les calculs en tête, mais c'est tout à fait colossal, par exemple, en France. Si demain on décarbone complètement, eh bien, il y a une partie du budget d'État qui va devoir trouver d'autres sources pour se financer. Donc, tout est lié. Et puis, pour revenir un petit peu sur la finance, qui est fondamentale, qui mériterait en soi un de vos futurs débats, je pourrais vous donner des noms d'intervenants possibles. Mais ce qui empêche aujourd'hui la prise de décision au niveau européen, c'est les investissements qui existent déjà, qui ont besoin de rentabilité. Ceux qui ont investi dans les énergies fossiles veulent absolument maintenir d'une année à l'autre le rendement, parce qu'autrement, ils ont investi sur des dizaines d'années parfois. Et on s'aperçoit que c'est derrière les investisseurs, les acteurs du marché énergétique, les producteurs d'énergie, quels qu'ils soient, les pétroliers, les charbonniers, les électriciens, eh bien, ce sont les investisseurs institutionnels, privés, ce sont les banques qui détiennent. Et vous savez que l'empreinte carbone des 4 plus grosses françaises est 4 fois supérieure à l'empreinte carbone de la France elle-même.
par leurs actions, les investissements qu'ils possèdent, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, le BNP, le Société Générale, ont des activités carbonées qui sont colossales. Et donc, dès qu'on essaie de dire attention, il faut faire rien, il y a tout un édifice qui est extrêmement fragile derrière. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour les gouvernements de prendre acte. Je m'intéresse de très près, vous pouvez regarder, à ceux qui s'intéressent à la défaisance climatique. C'est organiser la banqueroute intelligente de certains secteurs de l'économie. C'est à ce prix-là qu'on arrivera. On est exactement dans le cas lorsque aux États-Unis, il y a un peu moins de 2 siècles, certains États ont décidé de bannir l'esclavage. D'autres États ne voyaient pas comment économiquement ils pourraient survivre à l'interdiction de l'esclavage. Ils se sont même tapés dessus, il y a une guerre. Et ceux qui ont gagné la guerre, c'est ceux qui avaient appréhendé la fin de l'esclavagisme, et c'est eux qui ont mis les solutions en place. Et c'est eux qui sont devenus prospères. On a ce qui semble impossible aujourd'hui, d'un point de vue économique, macroéconomique, est incontournable. Aujourd'hui, plus personne n'imagine l'esclavage, et c'est l'esclavagisme, et c'est tant mieux. Eh bien, l'esclave moderne, c'est le pétrole, c'est le charbon, c'est le gaz. C'est une transition colossale. Une fois de plus, c'est l'économie de la connaissance, le partage de la connaissance. Et on est sur le point de conclure. Je vais vous expliquer un truc sur la connaissance. Dans notre monde, il y a 2 types de ressources. Il y a les ressources finies et les ressources infinies. Les ressources finies, ce sont justement ces énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. C'est les surfaces au sol, c'est le sol, c'est les minéraux. Et il y a une règle dans l'économie des ressources finies. C'est que plus on partage, moins il y en a. Toutes les ressources finies, plus on partage, moins il y en a. Et puis, il y a les ressources infinies de cet univers, que sont les énergies fossiles, l'intelligence, l'éducation, l'amitié, l'amour. Les ressources, ce qui compte le plus est infini. Et la règle fondamentale, c'est que plus on partage, plus ça croît. Plus on partage son amitié, plus on partage son amour, plus on partage ses connaissances, plus on partage l'éducation, plus le volume croît. C'est fondamental de comprendre ça et de comprendre la règle, en revanche, suivante, c'est que le partage des ressources finies est immédiat. Le partage des ressources infinies prend du temps. L'éducation, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans n'importe quelle société. Mais ça prend du temps. Et la transition qu'on est en train d'aborder a besoin énormément de connaissances pour bien comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Ce partage prend du temps. Engager les politiques publiques pour aller encourager strictement et seulement les investissements performants, ça prend du temps. Le meilleur exemple de réussite de l'intelligence collective, c'est l'énergie nucléaire. C'est le seul bien positif. On est parti de rien il y a 50 ans. Certains États ont dit on va investir dans le nucléaire parce qu'on a besoin d'une bombe atomique pour ne plus avoir de guerre. D'accord. Ils en ont profité pour faire des usages civils et faire de l'électricité. Mais ils ont d'abord beaucoup investi dans la connaissance, dans des universités, dans des écoles, dans des institutions, dans des coopérations internationales. Ils ont investi massivement dans la connaissance des règles du jeu, les instruments, les certifications, les normalisations à tous les niveaux. Et puis les premiers kilowattheures commerciaux électricité nucléaire, ils sont venus 20 ans après, 30 ans après. Et après, effectivement, il y a eu une électricité qui est l'électricité nucléaire dont on bénéficie aujourd'hui. Il faut comprendre qu'on a besoin de ce genre d'investissement sur le long terme, sur les ingrédients de la transition que sont nos cerveaux. C'est les seules ressources sur lesquelles on doit investir aujourd'hui. L'économie de la connaissance, c'est celle qui nous sauvera de ces enjeux qu'on a balayés ce soir. Il est certain qu'il y aura un processus de destruction créatrice, hein, pour reprendre un terme très schumpeterien, dans la transition énergétique, clairement, indéniablement. Alors, je ne voudrais pas qu'on termine, je sais qu'il est temps de conclure, sur
sur une promotion, qu'on laisse croire qu'il y a une promotion du nucléaire derrière, puisque il est clair que au vu des investissements, au vu de la rapidité du déploiement nécessaire en énergie décarbonée dans les années à venir, l'investissement dans le nucléaire paraît dangereux dans la mesure où sa vitesse de déploiement n'est pas assurée. On le voit avec un certain nombre d'exemples menés en France, au Royaume-Uni, en Finlande, qui prennent beaucoup trop de temps par rapport à l'urgence climatique, et sans savoir ce que derrière, on fera évidemment des déchets, d'une part, parce qu'il n'y a pas de recyclage qui soit assuré, et d'autre part, c'est en prenant des risques aussi, absolument gigantesques en termes de sûreté nucléaire. Et demain, je pense que vous savez ce qui va se passer, ça va faire 10 ans qu'il y a eu la catastrophe de Fukushima, et c'est un bouleversement sociétal, un bouleversement social, un bouleversement géographique absolument terrible. Et je pense, à titre de citoyen, et non pas uniquement personne travaillant dans les énergies renouvelables, qu'il faut mesurer quand même aussi ce type de risque que l'humanité est prête à prendre face à de tels bouleversements que pourrait créer une catastrophe nucléaire. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. On voulait vraiment tous vous remercier d'être venus, d'avoir regardé cette conférence. On était 40 à regarder cette conférence. Merci beaucoup aux intervenants. Voilà, c'était super bien. N'hésitez pas aussi à venir nous suivre sur la page Facebook. Nous allons bientôt lancer un petit mois consommation éthique, donc vous allez avoir pas mal de publications. Le live sera sur l'événement et sur notre page Facebook. Et si Monsieur Robin Chevalier ou Monsieur Lebon, vous voulez l'enregistrement de cette conférence, n'hésitez pas. Moi, je l'ai enregistré, donc on pourra vous le transmettre. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre courage. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Merci à vous deux pour cette conférence.